On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à la sauvegarde de l'Église de l'Acadie. Vous savez que derrière cette problématique se cache aussi l'Église de Saint-Gérard, l'Église de Saint-Blaise et peut-être dans l'avenir d'autres églises qui vont subir le même sort. Il y a un groupe de citoyens actuellement qui se forme sous l'égide de l'homme d'affaires Jacques Tremblay de l'entreprise Tremcar. Jacques Tremblay qui a déjà été aussi député d'Iberville. M. Tremblay est un féru d'histoire. Il est actuellement à l'extérieur du pays, mais il y a d'autres membres qui se joignent à lui, notamment Roger Léger, Édouard Bonaldo, que vous connaissez peut-être, qui vont être avec nous pour cette prochaine 30 minutes pour nous parler de tout ce qu'il y a alentour de ce comité. Je pense qu'on souhaite la participation, l'appel des citoyens pour sauver ce joyau. Vous savez que l'Église de l'Acadie a déjà été déclarée bâtiment patrimonial. On en discute à l'instant avec nos invités. Vous savez que dans notre belle société moderne se tracent certains enjeux à l'égard du patrimoine. Évidemment, l'absence de pratiques religieuses fait mourir les unes après les autres les églises. Dans certains cas, c'est des bâtiments avec peu ou pas de saveur patrimoniale, mais dans d'autres cas, c'est beaucoup plus dramatique. Et quand on regarde récemment, et d'ailleurs, vous l'avez peut-être revu à la une du Canada français, actuellement, la fabrique et le diocèse subit des déficits importants à l'égard de quelques églises de la région. On parle de Saint-Blaise, on parle de l'église Saint-Gérard, qui est l'église de mon enfance sur la rue Dorchester, mais également l'église patrimoniale de l'Acadie, qui est un joyau totalement fantastique. Et d'ailleurs, presque à tous les matins, moi, je passe sur le chemin du clocher et quand je regarde le bâtiment, je me dis, je ne peux pas penser qu'un jour, on va démolir ce bâtiment-là. Avec nous, deux invités qui sont probablement représentatifs d'un courant de pensée, un comité qui s'est formé dans la région. Deux invités, d'abord, Roger Léger. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même qu'Édouard Bonaldo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que vous avez eu la même réflexion que moi et que d'autres personnes, à savoir que ça n'a pas de sens de voir un bâtiment comme celui de l'Église de l'Acadie voué à l'abandon? C'est ça. Nous, on a réagi immédiatement lorsque l'article est paru dans le Canada français annonçant la fermeture en 2015 de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Immédiatement, dans la fin de semaine, M. Tremblay était déjà sensibilisé à tout ça. Et quelques-uns, donc, on a pris la décision immédiatement de... Bon, puisque c'est une question d'argent, donc une somme importante qu'il faut trouver dans le milieu, donc on a décidé de mettre sur pied un organisme embullicatif. Et puis M. Tremblay a décidé donc de mettre sur pied vraiment un grand organisme, recruter et faire de levées de fonds dans l'ensemble du Haut-Richelieu, parce que c'est des sommes, comme c'est des sommes importantes, bien, là, ça dépasse le cadre d'une paroisse. Il faut vraiment, on appelle donc les gens de toute la région du Haut-Richelieu. Et l'Assemblée de fondation, on a reçu donc légalement, on existe, ça s'appelle les Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie, un organisme embullicatif. Et la journée de fondation, c'est le 10 avril prochain, qui aura lieu probablement à l'Église même, à l'Acadie. Bon. Donc, évidemment, vous deux, vous êtes ici ce soir. Vous allez avoir un événement dont on va parler tantôt. Vous faites référence à M. Tremblay, donc Jacques Tremblay, M. Jacques Tremblay, le président de Tremcar, qui est également ex-député d'Iberville. On parle également d'Élisabeth Labensky, oui. Gervais, Marie-Lou Desnoyers. Qui sont ces personnes? Ça, c'est une nouvelle. Elle a réagi immédiatement lorsqu'elle a lu l'article. Elle m'a appelé et elle est venue me présenter son mémoire qu'elle avait déposé à l'UQAM, qui portait justement sur l'histoire de la construction de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Donc, elle a lu tous les documents de 1800 jusqu'à la construction. Donc, c'est vraiment maintenant la spécialiste de cette Église, pour sa maîtrise en histoire de l'art religieux. Donc, elle est membre du comité provisoire et elle est très intéressée à travailler pour... Monsieur Bonaldo, de quelle façon avez-vous été interpellé par cet enjeu? On se parle souvent, Roger et moi, puis à un moment donné, je crois qu'il y avait besoin peut-être de quelques vieux bras, puis j'ai répondu à son signal. Et étant donné que Jacques Tremblay est dans le portrait, je crois que de mon côté, on s'occupe, nous, de soutien aux manufacturiers. Et vu qu'il y avait un manufacturier à la tête d'un organisme, je me suis dit, bien, c'est peut-être bon d'aller lui donner un coup de main. Bon, parce qu'évidemment, pour les gens qui ne savent peut-être pas, vous êtes toujours au Centre d'aide aux entreprises. Oui, et le Centre d'aide aux entreprises, à part d'aider les entrepreneurs, a aussi une mission qui consiste à aider la communauté lorsqu'il y a un projet communautaire auquel on peut donner un coup de main. Donc, ça fait partie aussi de notre mission de faire ce genre de travail. En tant que citoyen, quel est le regard que vous avez sur
l'avenir des églises au sens large, là, mais quand on regarde même l'histoire des 20 dernières années, Saint-Noël-Chabanel est transformé en gymnase de basketball. On a rasé récemment l'église Saint-Lucien. C'est juste le début, ça, là, on le sait. C'était prévisible de voir ces bâtiments-là connaître des difficultés économiques. Vous, quel est le regard de citoyen que vous portez sur cet enjeu-là de la société? La première impression, c'est celle qui veut qu'on attend l'extrême moment, ou le moment extrême plutôt, pour prendre des décisions. Dans ce cas-ci, c'était l'annonce de la fermeture. C'est sûr que collectivement, on voit les choses venir et on voit qu'il y a peu de décisions ou pas de décisions qui se prennent pour renverser la vapeur. Et c'est je pense que c'est une évolution lourde dans notre société que celle qui veut qu'on a abandonné un peu la pratique de notre religion. Et donc, il y a des décisions à prendre éminentes, là. Il y en a qui pressent plus que d'autres. Nous, on considère que celle-là est urgente, étant donné la décision ou l'annonce qui a été faite. Parce que quand on fait une certaine comparaison, prenons l'exemple de l'église Saint-Gérard, qui est quand même un bâtiment récent, bâti dans les années 60, une église qui a quand même reçu un prix d'architecture à l'époque. Mais pour avoir parlé avec monsieur de la fabrique, M. Fontaine, qui nous disait, écoutez, le clocher menace de s'effondrer. Pour réhabiliter le bâtiment, il faudrait injecter 1,4 million, alors qu'actuellement, la fabrique est en déficit de 500 000. Vous êtes dans les chiffres, M. Bonaldo. À un moment donné, le calcul ne marche pas, là. Oui, non, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des décisions d'affaires qui soient prises. Et dans le cas de Saint-Gérard, je crois que, en tout cas, la vocation semble claire, à savoir que c'est probablement un bâtiment qui va disparaître. Contrairement à l'Acadie, où il y a de l'histoire qui est écrite dans les murs, dans le sol et partout à l'intérieur. Donc, c'est deux dossiers différents selon nous. Par contre, je voudrais qu'on mentionne ici que nous sommes actuellement un comité provisoire qui offre ses services à la communauté, et il faut que d'autres institutions, comme la ville, comme le diocèse, en viennent aussi à prendre une décision qui voudra que la ville va probablement jouer un rôle, le diocèse va jouer un rôle, et s'ils veulent accepter nos services comme organisme sans but lucratif, on essaiera à notre façon de jouer un rôle, mais ça va être des rôles complémentaires. Et donc, je crois qu'on peut dire qu'en ce moment précis, rien n'est encore décidé quant aux fonctions de chacun ou à ce que chacun fera. Mais nous, on se porte comme volontaires pour donner un coup de main à ce moment-ci. M. Léger, qu'est-ce que vous attendez politiquement là, de la part de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Je pose la question parce qu'il y a quelques semaines, il y a entre autres une citoyenne, Mme Terrien, qui a interpellé le conseil à savoir qu'est-ce que la ville avait l'intention de faire. Et là, je me rappelle encore de la réponse du maire Fecteau qui dit, écoutez, c'est très préoccupant. En même temps, la ville ne peut pas toutes les sauver. On connaît l'état des finances publiques. La ville ne peut pas se mettre à acheter des églises à gauche et à droite. Donc, encore faut-il qu'il y ait une volonté, qu'il y ait une volonté du milieu. Même, on regarde un dossier qui n'est pas en lien, mais regardons Trinity Church à Iberville, où il y a justement un comité, les Amis de Trinity Church. Et bon, on sait que le bâtiment maintenant appartient à la ville. Ultimement, la ville va en disposer et faire quelque chose avec ça. Ça n'a pas la même envergure que l'Acadie, on s'entend. C'est pas la même grosseur. C'est deux dossiers séparés. Mais vous, là, on est au premier balbutiement là, du comité des Amis de l'Église de l'Acadie. Qu'est-ce que vous attendez de la ville? D'abord, actuellement, je pense que, comme M. Bonaldo a dit, donc il y a des pourparlers ou des relations entre le diocèse, parce que la décision appartient au diocèse. Tout à fait, si la ville veut, il faut qu'il se parle pour savoir quel est le rôle de la ville, quel rôle elle peut jouer. Nous, comme organisme sans but lucratif, c'est les citoyens du Haut-Richelieu. On veut faire appel parce qu'il y a des fonds importants. Le ministère de la Culture a diminué les budgets. Donc, quand on regarde la chose concrètement, il faut que la population du Haut-Richelieu se prenne en main et il faut faire des levées de fonds importants. Il faut recruter des centaines de personnes qui seraient membres d'un organisme sans but lucratif pour appuyer, quelle que soit la vocation ou quelles que soient les solutions que la ville et le diocèse trouveront. Nous, on va être là pour, comme dit M. Bonaldo,
appuyer les décisions qui sont prises, bientôt, j'espère. Et c'est vraiment faire appel à la population, parce que deux façons pour nous de recrutement, et il y a également une levée de fonds, que M. Tremblay donc, désire faire éventuellement. Mais il faut-il encore savoir les coûts précis, le montant. C'est quand même quelques centaines de milliers de dollars qu'il nous faudra trouver dans le Haut-Richelieu pour permettre la pérennité de l'édifice, parce que c'est ça qu'il faut vraiment. On ne peut pas fermer une église semblable. Ouais. Donc, il y a des sommes importantes à trouver dans le milieu. Quel est l'état des lieux en ce moment? Parce que quand on passe devant l'église, elle est de toute beauté. L'autre côté de la rue, il y a une halte routière que la ville de l'Acadie avait fait à l'époque. Mais quel est l'état des lieux actuellement? Est-ce que c'est un bâtiment qui est à risque? Est-ce que c'est un bâtiment qui a besoin d'entretien? Est-ce qu'on connaît l'état des coûts qu'on devrait y investir pour rendre le bâtiment correct? Écoutez, je suis allé visiter avec M. Georges Coulombe et à ses yeux, c'est quand même des réparations majeures à faire. Ça va coûter probablement plus d'1 million, mais c'est pas en danger de s'écrouler, mais quand même, il y a des urgences quand même de restauration, de réparation à faire. Ça, c'est une chose bien importante. Donc, actuellement, c'est entre les mains du diocèse, mais ce que je voudrais souligner, c'est que ce patrimoine bâti de Haut-Richelieu est unique au Québec. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de l'importance de ce patrimoine et de le mettre en valeur. Il y a le presbytère, il y a l'Église, et donc, ça lui, nous, qu'on ait un membership important, et qu'on se mette à réfléchir ensemble avec les fonctionnaires de la ville, avec les élus, quelle est la meilleure vocation à trouver pour l'Église, parce que j'annonçais qu'il fermait pour deux raisons, parce qu'il n'y avait pas les paroissiens pour payer les coûts de l'Église ouverte, ça coûte 30 000 et plus par année. Et deuxièmement, il fallait que le Conseil de la Fabrique et l'Église contribuent sa part pour la restauration. Alors, donc, une part qui revient au ministère de la Culture, puis une part qui revenait à la fabrique. Puis, donc, ils ont annoncé qu'ils n'avaient pas cet argent-là. Donc, ils annonçaient la fermeture. Donc, nous, il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il faut lever, il faut avoir des fonds importants dans le milieu. Bon. Donc, ce que j'en comprends, ce que j'en déduis, puis je pense que la lecture des dernières années dans d'autres dossiers nous l'ont aussi enseigné, ça prend d'abord et avant tout un leadership fort, donc une volonté collective de vouloir garder ce bâtiment-là. Ensuite, lui trouver une vocation. M. Bonaldo, donc vous connaissez évidemment le domaine politico-municipal et celui des gens d'affaires. Comment on arrive à mener à bien un projet de sauvegarde comme celui-ci? C'est quoi les éléments qui vont faire en sorte qu'on va se reparler dans 5 ans et on va dire « Bravo, mission accomplie ». Il faut développer et tester la volonté populaire. Et comme Roger disait tantôt, il faut aller voir la population. Autrement dit, notre intention, c'est d'aller sonder la population et d'aller chercher la contribution de la population, pas juste pour aider à la remettre debout, l'Église, c'est-à-dire à la restaurer, mais aussi pour éventuellement assister à de la programmation, c'est-à-dire participer à la programmation, parce que c'est sûr qu'on ne veut pas en faire un cocon qui servirait juste à rien. Il faut qu'on lui trouve une vocation. Si on lui trouve une vocation, collectivement, là, je parle, si on lui trouve une vocation, nous sommes persuadés que la Ville va collaborer à maintenir ou assurer sa pérennité. Mais il va falloir qu'on trouve du soutien populaire et pour aider à la restaurer, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas demander à la Ville ou au gouvernement seulement de participer à la restauration. Donc, il faut aller chercher l'appui de la collectivité pour appuyer la restauration et ensuite pour s'entendre sur la vocation qu'on lui donnera. Et c'est de cette façon-là qu'on croit pouvoir réussir. Vous me direz si j'interprète mal, mais je sens de votre part donc un souhait exprimé d'avoir éventuellement une vocation, à tout le moins communautaire. Vous ne souhaitez pas que ça soit Absolument. Des condos, là. Vous ne souhaitez pas que ça soit virant condo. Il y a toutes sortes de projets, il y a toutes sortes de projets sur lesquels on réfléchit. On pourra éventuellement annoncer des choses quand ça sera plus précis, mais pour le moment, l'étape actuelle, c'est la fondation de l'organisme. C'est une volonté de recruter 500 membres d'ici le 30 juin et d'entreprendre une levée de fonds importante
pendant qu'on fait ça, du côté du diocèse et de la ville, ils vont se parler, puis on aura ils vont nous annoncer des décisions. Vous savez comment ça marche, M. Bonaldo? Là, il peut y avoir un promoteur qui dit hey, « c'est wow, moi je vais faire des super condos, je vais préserver l'Église, ça va donner des revenus à la municipalité parce que ça va être taxable. » Je crois que notre idée est faite. Là. Si un promoteur, il n'y aura pas de comité provisoire. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est tentant. Ce à quoi on pense, ce sont des activités culturelles, musicales de haut niveau. De haut niveau. Vraiment, on a fait des approches. Un usage culturel, un usage communautaire. Parce que le service de culte va demeurer dans notre planification, dans notre intention, le service de culte continue, mais on pourra ajouter à ça des grandes activités culturelles, musicales, de haut niveau. Mais ce qui est en train de se passer à l'Acadie, est-ce qu'on pourrait se retrouver dans 10, 15, 20 ans et avoir une situation similaire pour l'Église Saint-Athanas, pour la cathédrale Saint-Jean? Éventuellement, on va peut-être en arriver là dans 20 ans d'ici. Mais il demeure que l'humain a quand même besoin de soutien spirituel, je crois, et je crois profondément à ça. Et éventuellement, la société va trouver un moyen de fournir ce soutien. Et elle aura besoin de plateformes, elle aura besoin d'équipements pour faire ça. Donc, on ne peut pas voir, disons, ce qui va se passer dans 20 ans ou dans 30 ans dans ce domaine-là, parce que ça a tellement évolué. Mais quand on est sur la rue Richelieu puis on regarde du côté d'Iberville, on ne pourrait pas imaginer un jour ne plus voir l'église Saint-Athanas. Ça fait partie du paysage. Comme quand on circule dans le village de l'Acadie, on ne peut pas s'imaginer qu'il n'y aura plus d'église. C'est une richesse patrimoniale, mais il faut, comme on le recommande souvent au niveau du ministère de la Culture, il faut mettre en valeur une région à partir de ce qui la caractérise, la richesse de sa culture. Donc, ça fait partie du développement touristique et donc des retombées économiques nécessairement. Si vous allez à Florence, parce que vous allez voir Nous, bien sûr, on n'est pas Florence. Donc, ce que nous avons, il faut quand même le mettre en valeur, le conserver et en faire la promotion à l'échelle du Québec et même de l'extérieur. Parce que nous, on est liés à l'histoire acadienne. Donc, il y a la Louisiane, il y a l'Acadie également. Qu'est-ce qu'on sait de l'histoire de l'Église de l'Acadie? Il faudrait qu'on veniez. Il faudrait que vous retrouviez Mme Marie-Lou Desnoyers, elle pourrait vous raconter, parce qu'on désire probablement publier son mémoire, parce que c'est vraiment maintenant la grande spécialiste de l'histoire de la construction de l'Église. Mais c'est un bâtiment qui a déjà été déclaré c'est monument historique. Monument historique, donc ça a commencé en 1800, ça a été construit en 1800. Les Acadiens qui sont arrivés ici dans la région après 1766, donc se sont installés dans la région, dans la grande région, et en 1800, ils ont construit cette église qui est un trésor vraiment d'architecture unique au Québec. C'est vraiment unique, là. L'église, le presbytère, la maison du Bédot, puis c'est un trésor qu'il faut mettre en valeur, qu'il faut conserver, il faut mettre en valeur. Donc, une grande assemblée publique le 10 avril. Donc, ça va être un peu comme votre moment de fondation si on veut. Donc, avec une importante levée de fonds sous la présidence de M. Tremblay, dont on a parlé tantôt. Donc, objectif, 500 membres. Et par la suite, donc, votre souhait, c'est que, bien sûr, comment je dirais, que les choses évoluent. Que les choses évoluent, c'est-à-dire que formation d'un comité. Et que surtout qu'on sache les décisions que prendront la Ville et le diocèse pour l'avenir de l'Église. Une fois qu'on saura ça, qu'on saura les coûts également précis, et là, nous, on pourra s'ajuster pour les levées de fonds. Est-ce que les gens du diocèse, donc, ont une échéance à rencontrer à l'égard du bâtiment et des coûts d'entretien, M. Bonaldo? Mais je crois que ce qu'ils ont dit, là, c'est que c'est urgent, mais à mon avis, on a assez de temps là, pour essayer de s'entendre sur un modus vivendi qui pourrait être temporaire s'il le faut, mais je veux dire, nous ce qu'on souhaite, c'est que et la Ville, et le diocèse, et la fabrique s'entendent sur une façon de faire, et par la suite, on souhaiterait agir en conséquence. Tu sais, parce que je présume que le diocèse, donc la fabrique, a des obligations financières à rencontrer. Que ces gens-là vont vouloir, à un certain moment, régler la situation. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de dire ce qu'on veut exactement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir aider, et c'est ce qu'on propose, aider à faire les choses qu'il faut faire pour la sauvegarder. Autrement dit, notre objectif, le seul qu'on peut exprimer très ouvertement aujourd'hui, c'est la volonté de conservation, de préservation.
Mais ceci étant dit, il faut maintenant que les parties au dossier s'entendent. Est-ce que les gens du diocèse ou de la fabrique, M. Fontaine, est-ce que vous avez eu des contacts avec ces gens-là? Oui, Ont-ils réagi à la oui. mise sur pied de votre comité? Oui, nous, on est là pour aider. Donc, parce que, pour venir au début, toujours au début, ça a été annoncé, donc ça fermait en 2015. Donc, nous, on s'est mis en marche pour aider. Donc, c'est à eux à décider c'est quoi leur meilleure décision pour eux, puis et pour le milieu. Est-ce qu'ils sont heureux de voir un certain intérêt? Oui. Est-ce que je présume aussi que de leur côté, là, il y a une forme... C'est eux qui m'ont demandé s'ils pouvaient rencontrer M. Coulombe. On est allé donc, un vendredi matin à 8h30 à M. Coulombe rencontrer M. Fontaine et le comité du conseil de la fabrique, visiter l'église pour voir l'état des lieux. Non, il y a des relations donc, en marche. Je reviens un peu au début de l'entrevue quand je disais c'est véritablement un enjeu de société, puis ce qui se passe ici doit se vivre dans plusieurs régions du Québec. Là. Absolument. En France, par exemple, on assiste à la fermeture des communautés religieuses, on vend les édifices, c'est un phénomène occidental, c'est pas seulement au Québec, c'est occidental. On vit un moment historique. Pour nous, ici, on vit ici dans notre région, il y a ce patrimoine bâti-là qu'il faut mettre en valeur, puis en faire la promotion. La promotion, une fois mise en valeur. En fait, je crois que le dossier, comme vous disiez tantôt, le dossier grossit de plus en plus. En fait, il arrive à maturité, mais une maturité négative un peu. Là. Donc, il faut qu'il y ait des décisions qui se prennent. Autrement dit, les solutions ou le problème ne se résorbera pas avec le temps. Oui. Au contraire, c'est qu'il faut agir pour essayer de minimiser. Oui. Mais pour nous, c'est quand même un équipement collectif qui a été construit ou qui a été mis sur pied par la collectivité. Je crois que c'est intéressant de s'assurer qu'il reste dans la collectivité et qu'il serve à quelque chose. Parce que dans les années à venir, il faut qu'un organisme d'envergure existe pour toujours préserver, être à l'affût des problèmes concernant les patrimoines bâtis. Bien, il n'y a pas seulement cette église-là, mais il y a l'ensemble des autres. Tout ce qui regarde l'histoire des patrimoines bâtis du Vieux-Richelieu. Il y a des gens qui ont travaillé depuis longtemps, la Société d'histoire de Mme Nicole Poulain, il y a Réal Fortin, il y a Mme Branca, il y a Pierre Brault à l'époque, il y a les comités des fêtes. Nous, on arrive juste simplement pour trouver des fonds importants pour aider toute la communauté. En terminant, parce que tantôt on faisait référence à Jacques Tremblay de Tremcar, qui n'est pas avec nous ici ce soir, mais on va probablement avoir l'occasion de le rencontrer d'ici la fin mars. En quoi cet enjeu-là a-t-il suscité un intérêt chez lui? Mais il était sensible à l'histoire depuis plusieurs années, bien sûr, au patrimoine. Il a réagi immédiatement. Dès la première fin de semaine, j'ai téléphoné, on s'est rencontrés, puis et ça a démarré comme ça. C'est grâce à lui qu'on existe. Qu'est-ce que vous êtes? Vous lui parlerez d'histoire quand il viendra ici. Vous allez voir que ça va vous prendre peut-être un peu plus de temps qu'avec nous. 3 émissions, c'est ça. À vous deux, merci beaucoup. Puis en souhaitant donc, évidemment, que cette entrevue ait aussi suscité un intérêt de la part des gens qui nous regardent en ce moment. Les citoyens de l'Acadie d'abord et avant tout, mais également les gens de la grande ville élargie. Donc, si vous avez vraiment un intérêt à l'égard de l'Église de l'Acadie, donc, de quelle façon les gens peuvent-ils rentrer en contact avec vous? Téléphone? Téléphone est affiché à l'écran. Donc, et là, on verra bien sûr l'intérêt que ça va susciter. On a déjà eu beaucoup de réactions. On a déjà amassé, sans demander, plusieurs milliers de dollars. Et votre assemblée de fondation, donc, le 10 avril prochain. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous.
Beta, version 3.0, jeudi, 19h. C'est congé le vendredi 20 février pour les centres de prélèvement du C3S au Richelieu-Rouville, tant celui là, qui est au CLSC Vallée-des-Forts que celui du Richelieu. Donc, sachez-le, bien sûr, pour vos prises de rendez-vous, si vous avez besoin de prise de sang, mais ce ne sera pas cette journée-là. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. À chaque dimanche matin, c'est le Télébingo à 9h30 en direct ici au Câble Neuf. Télébingo, 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. Pour acheter vos livrets, il y a une trentaine de dépositaires un peu partout sur le territoire. Pour connaître la liste, visitez le site Internet ou vous téléphonez ici même à la télé. À demain. Bye bye.